Bonjour David Engels et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lieselotte. Alors on a beaucoup parlé de la démission du gouvernement français, mais bien évidemment ce qui s'est passé ces derniers jours aux États-Unis aura également un impact non négligeable sur la France, comme vous allez nous le montrer David. Oui, en effet, plusieurs faits divers ont secoué non seulement le monde anglo-saxon, mais l'Occident tout entier. D'abord, le meurtre lâche et totalement gratuit de l'Ukrainienne Irina Zarutska par un homme d'origine africaine dans le métro new-yorkais, puis l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk par un jeune homme woke. Dans un monde normal, ces deux faits auraient pu être considérés comme déplorables, mais pas particulièrement spectaculaires. Des meurtres à New York, il y en a des dizaines chaque jour et les assassinats politiques sont, hélas, tout sauf inconnus, même dans nos démocraties en apparence si éclairées. Mais dans la constellation idéologique actuelle, ces deux événements pourraient bien devenir de véritables points de bascule dans l'histoire des États-Unis, sinon de tout l'Occident. Pourquoi? Essentiellement à cause de la réaction des médias en particulier et de la gauchosphère en général. Ainsi, dans le cas du meurtre d'Irina Zarutska, le silence assourdissant des médias de gauche a sidéré beaucoup de monde. La mort non intentionnelle du criminel George Floyd lors de son arrestation avait été transformée par ces mêmes médias en prétexte suffisant pour des dizaines de milliers de personnes de déclarer sous couvert de manifestations Black Lives Matter une véritable croisade contre le patriarcat blanc, causant des dégâts humains et matériels inouïs. Alors le meurtre gratuit d'Irina par un Africain déclarant, semble-t-il, I got you, white girl, en revanche, n'a suscité qu'une réaction extrêmement molle. Bien au contraire, on a entendu des voix qui ont tenté de relativiser ce crime comme une réaction, certes déplorable, mais désespérée, et pour ainsi dire justifiée, contre des décennies d'oppression raciste. Une sorte de cri d'alarme, de signal de détresse, pour reprendre le vocabulaire woke. Je ne citerai ici que le très sympathique Africain surnommé Ken de 1909, qui, sur mon compte Instagram, m'a publiquement insulté en affirmant que, de toute manière, les Blancs avaient tué 60 millions d'Africains par pur plaisir et que nous n'avions donc aucun droit de faire une telle affaire pour une simple fille blanche. Réaction qui, je cite toujours mon aimable interlocuteur, le faisait gerber. Je crains que ce genre de positionnement ne soit pas isolé. Voilà des décennies que nombre d'immigrés ont intériorisé la haine des Blancs, perçue comme la cause historique de tous leurs maux, et bien souvent les Blancs eux-mêmes y croient aussi. Dès lors, les ressentiments ont pris de telles proportions que chaque crime présent et concret est aussitôt mis en parallèle avec des crimes passés, souvent exagérés, voire imaginaires, dans leur ampleur. Bien évidemment, ce genre d'attitude est de très mauvais augure pour ce qu'il reste de cohésion civile entre habitants et bien souvent aussi concitoyens d'un même pays. Car si l'autre est réduit à sa seule appartenance raciale ou religieuse, et si en tant que tel il est censé porter la culpabilité collective, réelle ou imaginaire, de crimes passés, la paix sociale ne durera que tant que les uns pourront payer des impôts finançant les allocations des autres. Une fois ce fragile équilibre rompu, on peut s'attendre à la guerre civile et aucun quartier ne sera fait à l'égard de ces blancs jugés coupables de tant de crimes. Que cette guerre civile soit déjà à nos portes de façon latente, en tout cas, est illustrée par la réaction des autres passagers de la rame de métro où s'est déroulé l'odieux crime, alors qu'il était évident pour tous qu'une jeune fille se faisait agresser, que son assaillant quittait les lieux avec un couteau dégoulinant de sang et qu'elle s'effondrait en état de choc. Les autres voyageurs, tous issus d'ailleurs de la diversité, comme on dit aujourd'hui, ont fait comme si rien n'était, même après le départ du meurtrier, laissant Irina se vider de son sang et mourir. Kirina est, semble-t-il, accrochée dans sa chambre à New York une affiche avec la devise Black Lives Matter est d'une ironie particulièrement tragique et illustre que même la solidarité affichée envers ces sociétés parallèles, prétendument persécutées par les méchants blancs, n'offrira aucune protection le jour du règlement des comptes venus. La situation sera-t-elle très différente en France? Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas non plus, ce sera probablement pire encore car en France la lutte interethnique est aggravée par la haine entre religion et civilisation. Je crains que vous ayez tout à fait raison. Mais passons au second cas, l'assassinat de Charlie Kirk. Là aussi, du point de vue politique, la réaction médiatique est encore plus intéressante que les faits eux-mêmes, aussi terribles soient-ils pour la famille et les amis de Charlie Kirk. D'ailleurs, dans ce contexte, il importe peu de savoir si l'assassinat a été commis délibérément par l'auteur arrêté
ou s'il existe des machinations plus sinistres dans les coulisses, comme on l'entend parfois. Ce qui m'a surtout choqué, une fois encore, c'est l'incroyable degré de sympathie pour ce meurtre exprimé non seulement par quelques franges de l'extrême gauche, mais aussi par les médias publics en pleine édition du soir. J'ai moins suivi la situation française que l'allemande, mais cette dernière a donné vraiment froid dans le dos. Non seulement les partis de gauche ont exprimé de manière plus ou moins explicite leur compréhension pour l'assassinat, certes déplorable, mais en quelque sorte mérité, d'un défenseur du port d'armes, d'un représentant de l'extrême droite, d'un néo-nazi, comme j'ai pu le lire, et comble de l'infamie, évidemment, d'un soutien de Donald Trump, le diable incarné. Mais même les médias publics, notamment la ZDF, deuxième chaîne allemande, ont multiplié les diffamations habituelles contre Koch. L'envoyé spécial de cette chaîne à Washington, M. Teveson, est même allé jusqu'à affirmer que la victime défendait des idées issues tout droit de l'idéologie du Troisième Reich. Et il est maintenant d'ailleurs confronté au risque de voir son droit de séjour aux États-Unis révoqué. Pour une fois, un juste retour de boomerang. Ainsi, les médias allemands se sont retrouvés littéralement submergés de prises de position haineuses, dissimulant très mal leur satisfaction face à ce qu'ils présentent comme la juste punition d'un homme qui aurait finalement perdu son droit de vivre en refusant d'adopter l'idéologie de gauche. Alors, à première vue, cette haine peut sembler un peu étrange si l'on se souvient que Charlie Kirk était très loin d'être un suprématiste blanc consumé par la haine des prétendues races inférieures. Bien au contraire, ce jeune père de famille, profondément ancré dans sa foi protestante, avait bâti toute sa carrière sur le dialogue avec ses adversaires. Il parcourait sans cesse les universités américaines pour participer à des débats, spontanés ou organisés, afin de renouer le dialogue entre la gauche et la droite et de mettre en avant la valeur des arguments plutôt que le contrôle sur les algorithmes ou sur la force brutale des bandes antifa. Pourtant, ce paradoxe n'en est pas vraiment un. C'est précisément ce type de personnalité, jeune, idéaliste, courtois, ouvert au débat, prêt à écouter, qui représente la véritable menace pour la gauche politique woke. Celle-ci préfère caricaturer ses adversaires sous les traits de néo-nazis en bottes militaires, incapables de prononcer une phrase cohérente et rangés par la haine antisémite. Or, le conservateur authentique, amoureux de sa civilisation, enraciné dans la transcendance, héritier d'une tradition intellectuelle millénaire, dépasse souvent de loin les capacités rhétoriques de la plupart des journalistes et des politiciens de gauche. Dans ce cas-là, s'il est impossible de l'ignorer, il faut donc lui enlever toute audience, le diaboliser ou finalement le faire taire. Non pas malgré son ouverture au débat, mais précisément à cause du danger que celle-ci représente. Car la gauche qui domine actuellement les médias n'a rien à gagner à un débat véritable, puisqu'elle contrôle déjà toutes les positions dominantes, elle ne peut que perdre du terrain. C'est pourquoi, si elle ne peut réduire ses adversaires au silence, elle doit les éliminer, non seulement pour les écarter, mais aussi pour encourager leur radicalisation. Car il est clair que la première réaction à l'assassinat de Koch a été de sortir du cadre démocratique et d'attaquer frontalement la suprématie institutionnelle de la gauche. Une réaction compréhensible qui a peut-être même une chance réelle de succès dans la configuration politique actuelle des États-Unis de Trump, mais qui risque involontairement de confirmer les accusations de la gauche et de renforcer sa position victimaire auprès de ses partisans, notamment parmi les minorités et les jeunes. Et est-ce que vous croyez que c'est aussi ce qui risque de se passer en Europe, David Engels? Absolument. La haine des Blancs, illustrée par le meurtre d'Irina, et la volonté de la gauche de recourir à la violence pour rester au pouvoir constituent un cocktail hautement explosif en cas de crise. La haine que le wokisme voue à la droite et sa détermination à utiliser les moyens les plus sordides pour se maintenir sont directement proportionnelles à sa crainte de voir son pouvoir s'effriter face au succès croissant des forces patriotiques en Europe. Aux États-Unis, Donald Trump a eu la chance de conquérir le pouvoir par le biais du Parti républicain, ce qui lui a évité de subir le sort d'un Nigel Farage ou de tant d'autres figures politiques en Europe qui ont dû conquérir le pouvoir par des partis très périphériques, très extérieurs. Il y a donc fort à parier que la gauche européenne, surtout après les leçons de l'expérience américaine, fera tout pour rester au pouvoir, littéralement tout. Déjà aujourd'hui, les conservateurs et leurs idées sont diffamées, discréditées, leurs carrières détruites, leurs mouvements surveillés par les services secrets, comme en Allemagne, leurs finances démolies, leurs locaux vandalisés, leurs candidats les plus populaires écartés de la course. Mais face à la progression inexorable des forces patriotiques, il faut s'attendre à pire encore et
L'assassinat politique en fera sans doute partie. On se souviendra de la tentative d'assassinat sur Fico, en Slovaquie notamment. Cependant, il ne faut pas oublier que le temps du wokisme est compté. À travers toute l'Europe, de plus en plus de citoyens s'éveillent, refusent la résignation et réaffirment leur attachement à leur tradition et à leur liberté. Les conservateurs feraient donc bien de se préparer à toutes les éventualités, mais aussi de garder confiance qu'au moins au long terme, le mensonge sera toujours voué à l'autodestruction. Mmh. Merci, David Engels pour cette chronique et effectivement, je pense que pour finir sur une bonne note, on a vu aussi cette grande manifestation qui a eu lieu à Londres et qui est vraiment la meilleure preuve de cet éveil européen et de cet attachement, comme vous le disiez, à la liberté et puis aussi à Absolument. l'identification, très identitaire, de soi et des peuples. Oui, ça donne vraiment espoir, absolument. Bon voilà. Merci David Engels et puis on vous dit à lundi prochain. À lundi prochain, au revoir.